Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre conférence. Vous êtes un confrère à la fois français et très international, puisque vous êtes inscrit au barreau de New York et au barreau de Paris. Confrères qui sont inscrits au barreau de New York, parce que je le dis pour les étudiants, quand vous avez fait un LLM aux États-Unis, vous avez la possibilité d'être inscrit à New York assez facilement. Il y en a pas tant que ça qui ont réellement une activité transnationale, transatlantique, pardon, comme notre confrère. Et donc, depuis qu'on organise cette conférence, on a vraiment toujours voulu apporter un autre regard. On avait les premières années un professeur de Columbia qui s'appelle Art Langer qui est intervenu plusieurs fois. On aura tout à l'heure Diana qui travaille aujourd'hui à la Commission européenne qui va intervenir parce que, comme Salwan l'a dit, ce sont des sujets qui ne s'arrêtent absolument pas aux frontières, ce sont des sujets qui sont mondialisés et on ne peut pas regarder ça uniquement depuis la France. Donc j'en dirai pas plus, j'attends avec beaucoup d'impatience l'intervention de mon confrère et je lui laisse la parole. Alors, je voulais, en guise d'introduction, parce que la thématique étant effectivement les droits de l'internaute, je pense que c'est intéressant avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de parler de la responsabilité des éditeurs en tant que tels, de donner un certain nombre de points de réflexion par rapport à l'approche américaine et aux droits des internautes en général. J'enseigne à l'université à Paris le droit anglo-saxon et en fait je passe une grande partie de mon temps à essayer de sensibiliser les étudiants en fait à la différence d'approche du légal et le rapport à la chose légale aux États-Unis par rapport à la France. Et je pense que c'est très important dès lors qu'on souhaite établir des ponts et de comparer les expériences de l'internaute en France et en Amérique du Nord, de comprendre cette culture ambiante qu'on a aux États-Unis par rapport à la France. La première chose, c'est qu'aux États-Unis, on est dans une culture très contentieuse. Attaquer en justice aux États-Unis, c'est un sport national. Tout le monde attaque. C'est le premier réflexe que l'internaute va souvent avoir en général par rapport à ses droits, c'est d'attaquer. Et on discute ensuite. Donc il y a un rapport en fait à la chose légale qui est très différent de ce qu'on a en France. Il y a une culture qui est très légaliste. Les gens regardent beaucoup de shows à la télévision sur le droit en général. Il y a un éveil à la culture juridique qu'on a, à ses droits en tant qu'internaute, en tant qu'individu, qui est beaucoup plus élevé qu'elle peut l'être en France. On voit ça dans le domaine des données personnelles, parce qu'on a effectivement parlé des données personnelles un petit peu plus tôt, et je crois que c'est assez révélateur de voir au niveau des données personnelles qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer aux États-Unis suite au RGPD, qui est en train effectivement d'influencer. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Je cherche à monter le son ici, mais déjà. Voilà, et moi j'essaie de rapprocher l'écran peut-être de moi. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Est-ce que c'est mieux? Oui, très bien. Donc il y a effectivement une influence sur les réglementations du fait du RGPD qui fait qu'au niveau étatique, maintenant, la plupart des réglementations qu'on voit aux États-Unis sont en train de prendre conscience de l'importance pour les internautes, pour les utilisateurs, d'avoir un contrôle sur leurs données. Ce qui est historiquement pas l'approche américaine en matière de données personnelles, simplement parce qu'effectivement les gens ont une conception, en fait, la définition de données personnelles et du droit des données personnelles est différent aux États-Unis, l'historique est différent. Et là, effectivement, on voit une modification de ce côté-là. Il ne faut pas oublier que, d'abord aux États-Unis, en France, on a 70 000 avocats. Aux États-Unis, vous avez 1 300 000 avocats. Donc, quand vous avez 1 300 000 avocats sur un marché, vous pouvez imaginer que on a une culture qui est effectivement très portée vers le droit, d'une façon générale. Le fédéral, et donc on va le voir par rapport à la responsabilité comparée des éditeurs, le fédéral, en fait, aux États-Unis est en fait subsidiaire de l'étatique, c'est-à-dire que, sauf à ce que le fédéral ait des prérogatives, des compétences qui soient nommément listées dans la Constitution américaine, le fédéral ne peut pas intervenir et donc tout est du ressort des États. Donc aux États-Unis, vous allez avoir des centaines de réglementations qui sont complètement étatiques. Et donc quand vous opérez sur un marché comme les États-Unis, il faut que vous soyez à la fois conscient des réglementations fédérales qui vont s'appliquer, mais aussi des réglementations étatiques. Et on le voit dans le domaine des données personnelles notamment, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est décidé au niveau étatique est devenu un enjeu électoral pour les procureurs de la République au niveau des États, qui sont élus
et qui vont vouloir attirer le plus d'internautes, le plus d'individus vers leur État en montrant qu'ils sont les plus protecteurs des droits des internautes, des droits des individus. Et donc on évolue vraiment vers ce type de prise de conscience que le contrôle des internautes et des individus sur leurs données, sur leur expérience en fait en ligne est devenu un enjeu très électoral. D'une façon générale, comme vous le savez, en France, on n'est pas responsable des dommages indirects. D'une façon générale, aux États-Unis, 74% des dommages qui sont alloués par les tribunaux sont indirects. Et notamment, il y a une catégorie qu'on appelle les dommages punitifs, qui vont venir punir un acteur économique qui, ayant connaissance d'un risque en aval, n'a pas pris en amont un certain nombre de mesures préventives, d'où la culture de la compliance, de la conformité qui s'est développée en Amérique du Nord. Et donc, par rapport à ça, il faut comprendre que la réglementation fédérale est souvent réactive, à savoir qu'elle va s'appliquer que quand il y a un vrai risque qui s'applique, et puis on va donner par contre la priorité à l'autorégulation des acteurs, mais effectivement, il y a par rapport au risque beaucoup de réglementations qui ont été développées et donc il faut pouvoir s'indexer sur ce type d'approche. Alors, pour parler de la responsabilité comparée des éditeurs, des deux côtés de l'Atlantique, il y a un objectif commun. L'objectif commun est de concilier une libre circulation des idées et du commerce via l'Internet dans le respect de la liberté d'expression. Alors, qu'on parle effectivement de la liberté d'expression par rapport aux amendements de la Constitution, ou qu'on parle de la Déclaration des droits de l'homme par rapport au principe de la liberté d'expression, peu importe, mais dans les deux cas, on essaie de concilier ça avec le droit des personnes. Et on va le retrouver dans la façon dont le droit s'est développé en Amérique du Nord. Dans les deux cas, que ce soit en France ou aux États-Unis, ça s'est fait via une déresponsabilisation des acteurs d'Internet, dès lors qu'on est capable de montrer effectivement qu'on n'a pas le contrôle sur les contenus. Donc de ce côté-là, on va retrouver en fait une approche similaire. En France, la loi sur la confiance dans l'économie numérique, qui a transposé la directive de 2000 sur le commerce électronique, instaure, comme vous le savez, une responsabilité. Et là, on est dans un domaine que vous connaissez bien parce que bon, on est en France, donc c'était simplement pour établir un peu un pont et des comparaisons. On instaure une responsabilité réduite des acteurs de l'Internet dont l'activité est limitée au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un accès à un réseau de communication. Bon, il y a trois catégories de prestataires. Le fournisseur d'accès à l'Internet qui offre un accès à des services de communication au public en ligne, et là je cite la loi en tant que telle. L'hébergeur qui assure même à titre gratuit pour la mise à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Et enfin, l'éditeur de site Internet qui édite un service de communication du public au public en ligne. Ça, c'est la loi telle qu'elle ressort de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Il faut dire qu'il y a depuis l'entrée en vigueur de cette loi une jurisprudence qui est assez inconsistante, qui est très fournie et qui va essentiellement se tourner autour de l'activité de l'hébergeur qui doit être une activité purement technique. Il doit être neutre, il ne doit pas être en mesure d'influencer ou de contrôler les contenus qui sont postés sur un site. Et on voit effectivement que la directive de 2019 qui vise les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne prévoit qu'il y a des possibilités pour un fournisseur qui héberge des contenus de se décharger de sa responsabilité sous 3 conditions cumulatives. Elles sont importantes parce qu'on va retrouver aux États-Unis quelque chose de similaire. Le fait de fournir ses meilleurs efforts, donc on est dans le cas d'une obligation de moyens, pour obtenir une autorisation du titulaire des contenus. Le fait de fournir ses meilleurs efforts, encore une fois, pour garantir l'indisponibilité des objets protégés pour lesquels les titulaires de droit lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires. Et enfin, le fait d'avoir agi promptement pour retirer le contenu contrefaisant. On se retrouve avec une obligation ex post de notice and takedown qui, en fait, intervient une fois que les contenus ont déjà été postés. Mais il y a aussi une obligation ex ante
fournir encore une fois ses meilleurs efforts afin d'empêcher que ces contenus soient une nouvelle fois téléversés sur la plateforme. Il y a de ce côté-là une obligation de vigilance qui s'est développée dans le. J'entends des échos, donc je pense qu'il y a des gens qui ont leur micro qui est encore. Donc, excusez-moi, ça n'est pas le monde. Okay, voilà. Donc, mais effectivement, de ce côté-là, on se retrouve effectivement avec une évolution de la jurisprudence par rapport aux obligations de l'acteur d'Internet. Aux USA, on est effectivement dans un système de pluralité de droits, de lois. On va se focuser pour le compte de cette intervention au niveau fédéral. Il y a 2 réglementations qui sont fondamentales aux États-Unis dans le domaine. La première, c'est le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, qui est en fait une loi qui date maintenant de 98 et qui en fait est le pendant de la loi sur le droit d'auteur, mais pour une application en ligne. Donc on se rend compte qu'aux États-Unis, on a assez tôt, donc en 98, compris qu'il fallait des protections particulières pour l'Internet en matière de droit d'auteur. Et donc le DMCA, la section 512 du DMCA, on va parler notamment de la section C, est en fait la loi qui va régir, sachant que le fédéral dans ce domaine-là va trouver à s'appliquer dès lors qu'on se retrouve comme dans les données personnelles, dans un domaine où il y a un flot de données qui n'est pas restreint à un État en particulier, et donc le mouvement, le flot des données étant libre sur le continent américain, comme dans le monde en général, c'est vrai qu'on se retrouve avec des réglementations qui vont venir préempter les réglementations étatiques et s'appliquer dès lors qu'un site est accessible depuis le territoire en général des États-Unis. Il y a une jurisprudence aussi très fournie qui est devenue loi, mais du fait de l'importance de cette jurisprudence par rapport à une participation à la contrefaçon de marques, qui est aussi importante dans ce domaine-là. Et enfin, la section 230 du Communications Decency Act de 96, encore une fois, qui est très ancienne. Et cette réglementation-là ne vient pas parler des droits d'auteur, elle vient parler, en fait, elle vient lutter contre contre le contenu obscène, contrefaisant des contenus sur Internet, et vient avec un certain nombre d'actions spécifiques en diffamation, en violation de la vie privée. Donc effectivement, on parle de invasion of privacy parce qu'effectivement l'approche en matière de privacy à l'origine est une approche qui est davantage autour des droits de l'internaute d'être en fait laissé tranquille et qu'on ne vienne pas attenter à sa vie privée. Donc c'est un petit peu comme ça qu'à l'origine le droit des données personnelles s'est développé en Amérique du Nord. En détournement, la misappropriation effectivement des droits en général de l'internaute, et en négligence ou aussi en concurrence déloyale, on se retrouve avec des réglementations qui pour le coup vont pouvoir être multifacettes quant aux droits de l'internaute et la possibilité de se retourner contre l'acteur de l'Internet. Alors, la section 230 du CDA va en fait distinguer entre les fournisseurs ou utilisateurs de services en ligne interactifs et les fournisseurs de contenu d'information. La première catégorie des fournisseurs ou utilisateurs de services en ligne interactifs est vue comme celle des acteurs qui se limitent à fournir des outils neutres de communication et qui, pour le coup, sont éligibles comme intermédiaires de contenu de tiers à une certaine immunité du fait du CDA. Ces fournisseurs ne pourront être inquiétés pour avoir retiré ou bloqué l'accès à des contenus prétendument illicites. Et on trouve dans cette catégorie assez large des hébergeurs, des commerçants en ligne, des employeurs qui offrent un accès Internet à leurs salariés, ou encore des moteurs de recherche. Là, on se retrouve effectivement avec une immunité du fait de la loi. À l'inverse, la seconde catégorie, qui regroupe toute personne ou entité responsable de la création en tant que telle et du développement de l'information communiquée au public via un service de communication en ligne, sera responsable en cas de plainte concernant le contenu illicite. Et là, on retrouve effectivement dans cette catégorie les éditeurs de sites Internet. L'approche du CDA, en fait, est assez similaire à celle qu'on retrouve avec la loi sur la confiance dans l'économie numérique en France, à savoir, est-ce que le rôle de l'acteur est passif ou actif par rapport aux contenus qui sont téléversés sur la plateforme.
En revanche, elle se distingue de celle du DMCA, donc de la loi sur le droit d'auteur en ligne, et du principe de la participation à la contrefaçon de marque, lesquels accordent davantage d'importance non pas au rôle actif ou passif de l'acteur, mais au niveau de connaissance du caractère illicite des contenus de tiers. La section 512, qui est la plus importante du DMCA, crée en fait 4 terrains d'immunité pour les prestataires de services. Le fait de transmettre, relayer ou de fournir des connexions pour les contenus à travers un système ou réseau informatique, le fait de stocker les contenus de manière intermédiaire et temporaire sur un système, encore une fois, ou réseau informatique. J'ai mis en gras la troisième activité parce qu'elle est celle qui va générer le plus d'activités jurisprudentielles et qui est le fait de stocker des contenus sur un système ou réseau informatique. Effectivement, il y a le fait de stocker ou informatique utilisateur. Et enfin, le fait de référer ou de connecter un espace en ligne des comptes au droit de tiers ou contrefaçon en utilisant des outils d'utilisation. Un annuaire, un répertoire ou un lien. Alors, ce qui est très important, c'est que des immunités, non seulement adopter, prévoyant de supprimer les droits multirécidivistes, mais aussi l'obligation d'informer une obligation mais aussi de prévenir les utilisateurs de leurs obligations. La définition de service provider du DMCA est très large. Les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs de sites Internet, discussions en ligne, de messagerie en ligne. Et j'ai indiqué les conditions pour similaires à celles qu'on trouve dans la confiance sur l'économie numérique, à savoir avoir connaissance de l'activité conflictuelle. Ne pas avoir connaissance de fait ou de circonstance d'activité contrefaisante, avoir pris connaissance de l'activité contrefaisante sans agir rapidement pour se permettre et ne pas dériver davantage financiers. Alors, ce qui est très important, j'ai dit dans le savoir si même site internet, cible un public aux États-Unis, et un agent de l'office du copyright office sera chargé de réception. Donc ça, c'est une obligation aux États-Unis. J'ai résumé quels sont les qui ont été reconnus prudentiels en vertu de section 500 du CID. Et donc là, effectivement, en parlant du DID, là, vous avez effectivement des deux côtés certaines inconsistances par rapport aux cas, certains cas, une unité qui n'est pas le cas. Parfois, on va se retrouver à des selon les collectivités en Donc, des conseils pratiques de conformité au DMCA. Ah là, voilà, c'est parfait, je m'entends plus là. L'obligation de développer et de mettre en œuvre une procédure pour supprimer les comptes des abonnés qui contreviennent de façon répétée aux droits d'auteur de tiers. Le fait de retirer ou d'empêcher sans délai l'accès au contenu concerné une fois notifié de l'existence d'une réclamation et supprimer les comptes des abonnés multi-contrefaisants. Le fait de ne pas avoir connaissance de la contrefaçon et de démontrer qu'on n'a pas été en mesure de connaître la contrefaçon ou de faits permettant d'établir la contrefaçon. Et une fois qu'on est alerté de la situation, agir sans délai pour retirer ou bloquer l'accès au contenu litigieux. Comme je viens de le mentionner, l'obligation de désigner un agent auprès de l'Office américain des droits d'auteur en charge de réceptionner les notifications et réclamations éventuelles et enfin ne pas dériver d'avantages financiers directs de l'activité de contrefaçon dès lors que le prestataire a le droit et la possibilité de contrôler la dite activité.
Alors, la section 230C du CDA prévoit qu'effectivement, dès lors on n'a pas d'implication dans la création ou le développement de contenu contrefaisant, on sera protégé contre toute action en diffamation ou contrefaçon en vertu du CDA. En conséquence, en plus des recommandations de conformité au DMCA, le prestataire devra, aux États-Unis, et donc pareil pour un éditeur français qui va effectivement donner son site et rendre son site accessible aussi aux États-Unis, obtenir tous les consentements nécessaires avant d'utiliser le contenu de tiers, établir une procédure interne afin d'horodater toute demande de retrait des contenus et de tenir des registres de toute action prise en conséquence. Et enfin, et c'est un élément qui est très important, inclure dans les CGU une interdiction de tout téléchargement ou affichage de contenu contrefaisant, diffamatoire, attentatoire à la vie privée ou illicite, et prévoir notamment que les utilisateurs fournisseurs de contenu fassent un certain nombre de déclarations, garanties et indemnisations en liaison avec les dits contenus. Aux États-Unis, vous avez en fait une partie souvent des CGU qui s'appelle les UGCs, User Generated Content, qui sont en fait dès lors qu'un site va permettre à des utilisateurs de poster des contenus en ligne, il va y avoir souvent une section qui va justement limiter leurs obligations et les rappeler quant à leurs droits. Depuis les arrêts Google et eBay, le terrain en France est déplacé depuis une distinction simplement basée entre éditeurs et hébergeurs sur le degré de neutralité du prestataire vers une obligation de vigilance par rapport aux standards de l'homme raisonnable pour savoir si on aurait dû à connaître de l'illicité d'un contenu particulier et qu'on n'a pas pris un certain nombre de mesures pour retirer ou empêcher l'accès au contenu. On va de plus en plus en Europe et en France aller vers une distinction davantage fondée sur la nature des fonctions du prestataire et non plus seulement le degré de neutralité. Et donc, je pars du postulat que dès lors que en droit américain, on va dans le degré qui est exigé de documentation de sa conformité par rapport à ce qui est prévu dans les conditions générales d'utilisation et en général la notice qui est fournie aux utilisateurs. Dès lors qu'on va adopter un certain nombre de mesures pour se conformer aux lois américaines permettant d'opérationnaliser sa conformité au droit sur place, on aura la possibilité également de satisfaire à son devoir de vigilance et de diligence en droit français, grâce à ce qu'on aura fait déjà en droit américain. Donc je pense qu'il y a une possibilité de mutualiser les efforts dès lors qu'on est un site qui fait appel, qui va effectivement être accessible aussi bien en France qu'aux États-Unis, et donc de ne pas réinventer la roue en créant des conditions séparées, mais que par contre, cette culture de la conformité, de la documentation qu'on a aux États-Unis peut permettre de mutualiser et de documenter sa conformité aussi par rapport au droit français. Voilà, pour terminer, puisque j'avais effectivement une demi-heure pour intervenir, je vous renvoie en fait à un article que j'ai rédigé en 2017, mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un email et moi je vous l'enverrai, sur la responsabilité des hébergeurs en France et aux États-Unis, qui avait été publié dans la revue internationale de la compliance et l'éthique des affaires. Et vous avez effectivement aussi mes contacts au cas où vous voudriez. Merci à tous. Il y a une dimension dans nos activités qui est de plus en plus mondialisée. Nos clients nous demandent de plus en plus souvent de rendre leur site compatible dans diverses législations. Et donc, c'est très, très précieux d'avoir la référence de confrères comme vous qui ont ces compétences croisées, telles que vous nous les avez exposées. Donc vraiment, je vous remercie énormément pour cette intervention. Comme vous allez peut-être pas rester connecté, je ne sais pas, et qu'on arrive à la pause, je vais demander si éventuellement dans la salle, sur les deux premiers intervenants, vous avez des questions avant qu'on fasse une pause. Alors, André a une question qu'il va poser. Alors, une question. Moi, je trouve que dans nos conférences, en général, c'est toujours intéressant de faire une espèce de point après que la personne ait parlé. Alors, d'abord, moi, je voudrais dire un mot sur la qualité de notre intervenant, et bravo aux organisateurs de l'avoir trouvé. Stéphane, moi je suis ahuri quand je vois votre CV, parce que je vois que vous avez fait Sciences Po, du droit, l'ESCP, que vous êtes avocat non seulement à New York et à Paris, mais aussi au Canada et en Angleterre et au Pays de Galles.
Donc, il existe des gens comme vous qui sont multidisciplinaires, et je trouve que c'est un enrichissement de nos barreaux, de notre profession et aussi de nos associations. Sur le discours qui a été tenu, donc ça c'est pour la personne, donc merci beaucoup Stéphane. Sur le fond, je trouve ça toujours très intéressant, alors que nous on a le nez plongé sur la LCEN et de comment ça fonctionne et de comment on peut pouvoir l'appliquer dans nos contentieux. Aujourd'hui, nous autres avocats spécialisés, eh bien, on utilise tous ces outils tous les jours. J'ai trouvé que le résumé qui a été fait, aussi bien de législation française que de l'approche européenne et versus ce qui se passe aux États-Unis, était particulièrement éclairant. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir qu'au fond, l'approche, les objectifs sont posés de la même manière et que les réponses qui sont données sont assez similaires, tout en ayant souligné des différences. Moi, ce qui peut-être, ma question, excusez-moi, je suis un petit peu long. Ma question, c'est, il nous semble que dans la pratique aujourd'hui, ce à quoi on se heurte, c'est l'ancienneté de la LCEN. On a fait souvent dans nos conférences à l'AFDIT le constat, et des personnes qui travaillent sur ces sujets tous les jours ont souligné à quel point cette loi était ancienne et ne correspondait plus aujourd'hui au problème. En particulier, moi, ce qui me frappe beaucoup, et on le voit dans les contentieux, c'est la neutralité. Peut-être en 2004, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, la neutralité, je ne sais pas ce que c'est. Que grâce à l'intelligence artificielle, je pense que les plateformes sont encore plus intelligentes que tout ce qu'on peut imaginer, et qu'elles ne sont pas neutres parce qu'elles voient tout. Et non seulement elles voient tout, mais elles contrôlent tout, et elles savent ce qu'elles ont, et elles l'utilisent pour toutes sortes d'objectifs et d'usages, notamment pour monétariser un petit peu tout ça. Donc peut-être ma question c'est où en est-on aussi bien en Europe qu'aux États-Unis sur la prise en compte de l'intelligence artificielle, du fait que ces plateformes savent tout, et que nos outils d'aujourd'hui sur une prétendue neutralité technique, c'est quelque chose qui, selon moi, n'est plus d'actualité. Vous avez tout à fait raison. En fait, aux États-Unis, acteur très très important que j'ai oublié de mentionner, qui est la FTC, qui est un petit peu l'équivalent de la DGCCRF en France, et qui est en fait l'autorité de protection du consommateur d'une façon générale, et qui de façon très régulière, d'abord qui s'est positionné comme le régulateur en matière de données personnelles, alors que c'est pas du tout son mandat. Elle le fait en vertu d'une section 5 du FTC Act qui leur permet effectivement d'aller contre les acteurs qui en fait ont fait un certain nombre de déclarations et en fait qui sont trompeuses, mensongères. Donc on va retrouver ça au niveau des privacy policies, au niveau de tout ce qui est conditions générales d'utilisation, etc. Et donc là, FTC a posé régulièrement publie un certain nombre de guides et notamment en matière d'intelligence artificielle pour rappeler effectivement les acteurs économiques à cette vigilance par rapport à l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle. On est encore dans un domaine où on essaye de privilégier l'autorégulation des acteurs, mais effectivement l'autorégulation imposant en fait aux acteurs d'être extrêmement transparents par rapport à l'utilisation qu'ils font de ces outils, et dans la mesure où il s'avérerait que ils ne remplissent pas ou ils ne sont pas conformes à ce qu'ils déclarent faire, ou qu'ils n'ont pas effectivement déclaré ce qu'ils faisaient derrière, et qu'on se retrouve effectivement avec un problème, la FTC interviendra à ce moment-là a posteriori. Donc c'est vrai qu'on se retrouve encore aujourd'hui, on n'est plus dans un domaine où on est dans l'autorégulation, mais de plus en plus, effectivement, les Attorney Generals, aussi au niveau étatique, sont en train de comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et comment essayer de pallier quelque part à ce qui n'est pas encore fait au niveau réglementaire et législatif au niveau fédéral par des réglementations sectorielles, puisque le sectoriel est aussi très important aux États-Unis en plus de l'étatique, pour effectivement essayer de limiter les risques en matière d'utilisation de ces outils.
Parole à Nicolas peut-être pour conclure et présenter la pause et comment on continue la journée. En tout cas, je trouve que cette intervention était particulièrement intéressante et très riche. Tous les étudiants dans la salle, regardez ce qui existe dans les professions, des gens qui ont toutes sortes de diplômes, de capacités. Je trouve ça extrêmement réjouissant que dans nos métiers, dans nos acteurs, nous ayons des gens qui prennent à bras le corps les problèmes, les formations, les différences culturelles et les différences transatlantiques. Un grand merci à Stéphane pour cette intervention. Merci à tous. Je peux te passer la parole, Nicolas. Merci à Stéphane en rappelant qu'il était 4 heures du matin à New York au moment où il a commencé son intervention et que donc c'est d'autant plus méritoire. Merci au passage à tous ceux qui nous suivent à distance. Je suis conscient que le son a été un petit peu pénible pendant quelques minutes dans l'intervention. Je pense que pas plus de 15% d'intervention. Globalement, ça s'est bien passé. Et tout ça a donc encore une fois été enregistré. Donc Stéphane, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée qui va encore être longue. Merci à tous.